Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Dans l'heure de marche de lutte contre la mauvaise gestion, l'inégalité sociale et la corruption, les organisations de la société civile, à savoir le ROTAB, le mouvement Tournons la page et Association Alternative Espace Citoyen, ont déposé une plainte sur le bureau du procureur ce matin. Celle-ci pour réclamer justice suite au détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Le reportage est de Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Elles sont au nombre de 4, les organisations de la société civile, à se rendre ce 9 décembre au tribunal de grande instance de Niamey pour déposer un dossier de dénonciation de détournement des deniers publics au ministère de la Défense nationale. Une action qui rentre dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Nos organisations, à savoir Tournons la page internationale, Tournons la page Niger, AEC Alternative et ROTAB ont décidé de porter plainte par la constitution d'un avocat en France et dans le cadre du détournement au ministère de la Défense. Nous avions constitué cet avocat qui a fait le dossier et aujourd'hui nous sommes censés présenter ça devant le procureur. On a effectivement été reçu par le procureur qui a bien pris en charge notre dossier, l'a enregistré et nous a donné rendez-vous dans les jours à venir pour nous dire la suite qui est donnée à notre dossier. Mais c'est pour vous dire que nous marquons cette journée pour pouvoir combattre la corruption dans notre pays et la mauvaise gouvernance. À nous attaquer d'abord sur le plus grand scandale de ce siècle. Avant, vous entendez bien, on parle de centaines de millions, on parle de centaines de millions détournés. Maintenant, au Niger, on parle de milliards. Et ça ne gêne personne, ça ne dérange personne. Effectivement, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensions bien qu'il faut arrêter l'hémorragie. Surtout ces derniers temps, avec le rebondissement et les propos de certaines personnalités, nous avions décidé d'aller vite à prendre le dessus pour que demain, certains ne disent pas aussi que c'est un règlement de compte. Il s'agit de leur gestion et chacun doit répondre de ses actes. Tout en fondant espoir et confiance, ces organisations de la société civile, plus que jamais déterminées, n'entendent pas baisser les bras jusqu'à ce que justice soit rendue au peuple nigérien. Le siège de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées a servi de cadre ce matin à une cérémonie de célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Retrouvons Hamza Sakou et Aboubakar Souley pour le compte-rendu. C'est avec cette chanson, faisant cas d'une interpellation de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, qu'ont débuté les activités commémoratives de la journée internationale de lutte contre la corruption. Une journée placée sous le thème « Rétablir avec intégrité et responsabilité ». Je me réjouis du choix de ce thème car il est non seulement d'actualité mais aussi en parfaite harmonie avec la vision de notre stratégie nationale de lutte contre la corruption qui ambitionne d'enraciner de manière durable la culture de la redevabilité, de la transparence et de l'intégrité à tous les niveaux de la gestion des affaires de l'État. Le thème de cette journée nous engage à lutter non seulement contre la corruption qui prive la société d'écoles, d'hôpitaux et d'autres services essentiels, qui décourage les investissements étrangers et dépossède les nations de leurs ressources naturelles, qui sape l'état de droit et favorise la grande criminalité, mais aussi à lutter contre toutes les formes de pratiques corruptives qui se développent en temps de crise. La lutte contre la corruption est une mission permanente qui requiert engagement et détermination. La Halcia s'y attelle résolument avec la participation des autres structures institutionnelles et non institutionnelles de l'État. La lutte contre la corruption est la mission principale de la Halcia et c'est pourquoi elle était sur plusieurs fronts pendant cette année. Celui de la sensibilisation et de la formation des acteurs. Celui de la lutte pour l'organisation des examens et concours propres. Celui de la lutte contre la spoliation des biens publics.
celui des actions pour une mobilisation soutenue des ressources de l'État, actions avec lesquelles la Halcia est actuellement portée et qui consistent à contrôler les opérations de recettes et de dépenses de l'État. Ainsi, dans le domaine des investigations, la Halcia a enregistré 133 plaintes de dénonciation au cours de l'année 2020 portant sur des infractions diverses dont les plus récurrentes sont les fraudes fiscales, les fraudes douanières, les fraudes au concours de recrutement, la concussion, le favoritisme, les abus de fonction et les détournements des deniers publics. La Halcia a entrepris des actions pour une mobilisation soutenue des recettes internes de l'État. Ces actions entreprises en collaboration avec les directions générales des régies financières portent sur les recettes douanières, fiscales et non fiscales. D'ores et déjà, des résultats appréciables ont été obtenus et l'opération se poursuit pour concerner l'ensemble des structures. Tout en lançant un appel à l'ensemble des Nigériens pour des élections transparentes et apaisées, la Halcia a décidé de mettre en place un observatoire des élections. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, la Direction générale des douanes a organisé une rencontre avec les acteurs sociaux ce matin au SNAD. Le compte rendu de Asma Seydou et Ibrahim Abdou. Commémorant la signature de la Convention des Nations Unies le 9 décembre de chaque année est consacrée à la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est sous le thème « Rétablir avec intégrité et responsabilité » que la journée est célébrée cette année, un mal qui gangrène notre société. La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle entraîne des violations. Elle sape la démocratie et l'état de droit, elle entraîne des violations des droits de l'homme, force le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. Donc la lutte contre la corruption est un combat pour la vie, pour la protection et la promotion des droits humains, pour l'humanisation de l'homme tout court. Une initiative de la douane nigérienne saluée à sa juste valeur par le vice-président de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia. On peut se réjouir du choix de ce thème car il est non seulement d'actualité mais aussi en parfaite harmonie avec la vision de notre stratégie nationale de lutte contre la corruption qui ambitionne d'enraciner de manière durable la culture de la redevabilité, de la transparence et de l'intégrité à tous les niveaux de la gestion des affaires de l'État. Le thème de cette journée nous engage à lutter davantage non seulement contre la corruption, mais aussi à lutter contre toutes les formes des pratiques corruptives qui se développent en temps de crise. La douane nigérienne a apporté sa contribution dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est pour faire adhérer le plus grand nombre d'acteurs sociaux à son programme ACPI que l'OMD a exhorté l'administration des douanes du Niger à participer activement à l'organisation des activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption à ce jour du 9 décembre 2020. La lutte contre la corruption est un combat quotidien, mais surtout de longue haleine. Ce fléau qui sévit dans tous les groupes socio-professionnels requiert une mobilisation de chacun et de tous pour le combattre. Les générations passées, actuelles et futures sont interpellées pour une synergie d'efforts visant l'anéantissement total ou tout au moins l'atténuation de la corruption. Autrement, elle continuera à plomber
notre développement socio-économique tout court. Au cours de cette journée organisée par la Direction générale de la douane, une conférence sera animée sur la thématique qui a vu la présence de nombreux participants. Sur un autre plan, l'Académie des arts martiaux a servi de cadre ce matin à un atelier de formation destiné à 50 jeunes des structures de la société civile nigérienne. Cette rencontre qui vise à mobiliser les femmes et les jeunes pour la tenue des élections apaisées est organisée par la Commission électorale nationale indépendante en collaboration avec le Fonds de consolidation de la paix. Le point avec Adam Ousmana sur les images de Tal TV. Ils sont une cinquantaine de jeunes issus de plusieurs structures de la société civile de la place à se retrouver pour échanger sur le processus électoral en cours dans le pays. À l'ouverture des travaux de cette rencontre, le représentant de la Commission électorale nationale indépendante a souligné l'objectif à elle assigné et les raisons du choix de cette frange de la population. C'est une formation sur la consolidation de la stabilité sociale et la tenue des élections apaisées, qui consiste à faire la sensibilisation de ces jeunes qui sont les leaders de demain. Et vous le savez bien, si les jeunes sont bien sensibilisés, cela facilite la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Et surtout quand on sait qu'au niveau du fichier électoral biométrique, que c'est les mêmes jeunes qui l'ont élaboré, et la jeunesse constitue 65%. J'ai dit la jeunesse constitue 65% du fichier électoral biométrique. Donc d'où la nécessité de former et de sensibiliser cette jeunesse sur la tenue des élections apaisées au Niger. Pour leur part, les jeunes n'ont pas manqué de louer cette initiative. Cette formation, vraiment, c'est une bonne chose. Ça nous permet vraiment d'en savoir davantage sur certaines communications sur l'organisation des élections. En tant qu'actrice de la société civile et jeune en plus, vraiment, on doit être les ambassadeurs de la jeunesse pour le faire faire. Parce que suite à cette formation, nous aimerons vraiment faire suivre ces communications qui ont été citées par le rapporteur général et passer les messages comment faire pour apaiser vraiment les élections. Cette formation est venue à point nommé parce que c'est les élections qui s'approchent et on sait que la jeunesse, c'est la frange la plus nombreuse. Cette formation va nous aider et aider également les jeunes donc, dans le processus électoral, parce que les jeunes doivent contribuer à l'apaisement, à des scrutins paisibles. Par cette formation à l'attention des franges les plus importantes de la population, qui sont les femmes et les jeunes, la Commission électorale nationale indépendante prouve si besoin est qu'elle tient vaille que vaille à l'organisation des élections apaisées et compte sur toutes les couches de la population pour la réussite des échéances électorales à venir dans la paix et la quiétude sociale. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, avec le soutien de l'Union européenne à travers son fonds de développement, organise depuis ce matin un atelier de formation des formateurs des observateurs électoraux. Ces 16 formateurs qui vont être outillés durant 2 jours. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Contribuer à la consolidation des acquis démocratiques, surtout dans un contexte électoral en cours qui malheureusement se cristallise, objet de la création de la coalition pour l'observation citoyenne des électeurs au Niger, dénommée COSEN. Cette structure favorise la mise en place d'un regroupement d'acteurs et de structures de la société civile engagées pour l'observation des élections présidentielles et législatives 2020 et 2021. Dans un cadre global de renforcement de la gouvernance démocratique au Niger et conformément aux exigences constitutionnelles et aux priorités nationales, l'Union européenne, à travers son fonds de développement, s'est engagée à renforcer la société civile nationale nigérienne. La COSEN, qui bénéficie de l'appui technique d'experts électoraux,
déploiera dans les 8 régions du pays 160 observateurs à long terme et 750 observateurs pour le scrutin. Ces observateurs auront à charge de produire une cartographie claire des événements électoraux à travers un dispositif de collecte de données crédibles et d'informations à temps réel. Le but pour la COSEN est de contribuer par son action à des élections transparentes, apaisées au Niger. L'état télé de formation des formateurs est le premier d'une série de 3 qui va aboutir à la mise en place d'une cellule de veille électorale au Niger. Ces objectifs essentiels sont outiller les personnes chargées d'assurer la formation des formateurs, des observateurs électoraux, lancer officiellement la coalition et ses activités. La structure de la coalition est composée comme suit. Porte-parole, M. Dambaji Soala, coordinateur du réseau des organisations et associations pour la démocratie et le développement ROAD. Coordinatrice des observateurs, Mme Abdi Idi Hawa, de l'ONG Jeunesse africaine et Action du développement. Responsable de la formation, Mme Hima Halimat Hassan, l'ONG Groupe d'action anti-pauvreté GAP. Responsable de la logistique, M. Mahaman Bachar, du réseau Espérance. Et chargé de la sécurité, M. Oumarou Fouta, de l'ONG Action et Paix durable dans le Sahel. Ainsi, 2 jours durant, ces 16 participants vont être outillés afin d'assurer la formation aux autres observateurs électoraux, et cela sur l'ensemble du territoire national. Ouverture ce matin à la salle de réunion de l'Amfict d'un atelier sur la vulgarisation du manuel des procédures administratives, financières et comptables de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales Amfict. Cet atelier de 2 jours qui initie la dite agence à l'endroit des receveurs et secrétaires généraux des collectivités territoriales de Niamey vise à édifier ses acteurs sur les différents aspects de procédures administratives et financières de l'Amfict. Le rendu de Nafisa Yahaya et Sadoudoumi. C'est pour vulgariser le manuel des procédures administratives, financières et comptables de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales Amfict que la dite agence organise cet atelier régional à l'endroit des receveurs et secrétaires généraux des collectivités territoriales de Niamey. Réalisé grâce à l'appui financier de la coopération suisse, ce manuel est conçu pour orienter ses acteurs sur le cadre d'intervention de l'Amfict. L'organisation du présent atelier vise donc à faciliter aux acteurs communaux l'accès aux subventions de l'État et des PTF dédiés au financement des PDC et PDR de nos collectivités territoriales. Dans le cadre d'un développement harmonieux de nos collectivités territoriales, l'État a donc décidé de la mise en œuvre d'une politique de décentralisation. Ainsi, un dispositif institutionnel et juridique a été mis sur pied afin de concrétiser cette option de gouvernance. L'Amfict a été créé par la loi 2008-38 du 10 juillet 2008 comme structure d'accompagnement des collectivités territoriales qui est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission principale de gérer et répartir entre les collectivités les subventions destinées à renforcer leur capacité financière, institutionnelle et technique, à assurer efficacement leur mission de service public et à réaliser des investissements locaux sous leur maîtrise d'ouvrage. En ouvrant les travaux de ces assises, le secrétaire général du gouvernorat de Niamey a rappelé que la vulgarisation de ce manuel est une réponse à une recommandation issue de la 9e édition des Journées des communes organisées à Tawa. Celle-ci découle des insuffisances relevées dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage des projets dont la réalisation a buté à certains obstacles, au nombre desquels la diversité des procédures selon les sources de financement,
l'accès aux ressources financières pour faire face aux engagements contractuels lors de l'exécution des contrats de prestation, l'accès à l'appui technique dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités bénéficiaires, etc. Cette situation a conduit l'ANFIC, avec l'appui financier des partenaires, à initier la refonte du manuel existant pour lui donner un contenu facilement exploitable. Comme vous pouvez le constater, une telle initiative mérite d'être appréciée car elle est porteuse d'un nouvel élan et de partenariat entre l'ANFIC et les collectivités territoriales, en même temps qu'elle favorise un meilleur accès aux ressources destinées à la mise en œuvre de leur planification. Ainsi, au terme de cette rencontre qui va durer 2 jours, ces acteurs seront édifiés sur les différents aspects des procédures administratives et financières de l'ANFIC. Le programme Shiga, financé par l'USAID, a organisé ce matin à l'hôtel Radisson Blu une journée de réflexion sur l'intégration des conventions locales dans le plan de développement communal. Le compte rendu. Chercher les voies et moyens permettant l'intégration des conventions locales dans le plan de développement communal, c'est le but de cette journée de réflexion organisée par le programme Shiga et financé par l'USAID. Des conventions locales qui permettent de doter les communes d'un plan communal d'occupation et d'affectation des sols et des règles de gestion. C'est pour appuyer le processus de décentralisation au Niger que le programme Shiga a initié cette journée. L'objectif du projet Shiga consiste à appuyer les politiques publiques de développement économique et social par le renforcement des capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile et la création des espaces de dialogue constructif entre les deux dans la mise en œuvre des politiques publiques. En raison de cet objectif de soutien des politiques publiques, Shiga est heureux d'appuyer le processus de décentralisation au Niger en partenariat avec Terre aux Vies, financé par USAID. Et en particulier, le pris en compte des conventions locales dans le canevas des guides de l'élaboration des plans de développement communal. Le premier instrument de gestion des politiques de développement au niveau local. Le directeur général de l'aménagement du territoire se réjouit de cette journée de réflexion qui vise à soutenir les réformes engagées par l'État du Niger. Convaincu des dispositions de l'article 3 du Code général des collectivités territoriales, les communes et les régions constituent les cadres institutionnels de la participation des citoyens à la vie locale. D'une part, et que le PDC constitue le premier instrument de gestion des politiques de développement au niveau local d'autre part. Les partenaires au développement financés par l'USAID ont jugé utile de la nécessité de consulter les parties prenantes responsables de l'élaboration des kits de formulation des PDC sur l'opportunité de le réviser afin d'y inclure les conventions locales. Cette nécessité d'organiser la participation des citoyens à la vie politique locale est justifiée, entre autres par les difficultés de mobilisation des ressources dans les communes et la faible participation à la vie locale. C'est donc pour capitaliser tous ces efforts collectifs que le programme Shiga et Terre aux Vies, tous financés par l'USAID, organise en appui au projet RIC 2, aussi financé par l'USAID, cet atelier pour soutenir les réformes engagées par l'État du Niger. Cet atelier vise à familiariser les parties prenantes aux conventions locales et à leur valeur ajoutée dans le contexte de développement local, de prévention et de gestion des conflits. 2. De discuter des modalités d'intégration de conventions locales dans le PDC. Et 3. Enfin, de définir les prochaines étapes pour enclencher le processus de révision. Les principaux résultats attendus au terme de cet atelier sont, entre autres, la parfaite connaissance par les participants des conventions locales et leurs valeurs ajoutées dans le contexte de développement local et la proposition des modalités d'intégration des conventions locales.
Comme chaque mercredi, nous en venons à la rubrique hebdomadaire chronique judiciaire. Elle porte sur le thème le principe du droit international humanitaire, un thème développé par le juriste Alfred Emmanuel, le président du Raza Presse. Très bonne réception. Le droit international humanitaire dans le cadre de la conduite des hostilités impose un certain nombre d'obligations aux belligérants, aux parties en conflit. Parce que, si vous vous rappelez, dans le cadre des émissions précédentes, j'avais expliqué que, à défaut d'interdire la guerre, eh bien, le droit international humanitaire intervient pour réglementer la guerre. Comment est-ce que les conflits doivent se dérouler? Et dans le cadre de la conduite des hostilités, quels sont les biens que les belligérants peuvent toucher? Quels sont les biens qu'ils ne peuvent pas toucher? Quels sont les civils? En fait, quelle est, si vous voulez, la protection que le droit international humanitaire accorde aux civils? Puisque c'est là même la question. Le droit international humanitaire met au cœur de ses actions la protection des civils. Donc, c'est ce qui justifie d'ailleurs la défense, qui est quoi? Pour éviter les conséquences dramatiques et désastreuses des conflits armés, d'une part, et d'autre part, pour protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux conflits armés. Vous voyez, donc c'est pourquoi ces règles. Donc, dans le cadre de la conduite des hostilités, nous allons voir 3 règles fondamentales. La première règle est ce qu'on appelle le principe de distinction. La deuxième règle, c'est le principe de proportionnalité. Et la troisième règle, c'est le principe de précaution. Donc, distinction, proportionnalité et précaution. Les règles fondamentales régissant de manière générale la conduite des hostilités imposent aux belligérants de faire la distinction avant de mener la guerre, ou bien avant de lancer une attaque. Les règles du droit international humanitaire leur imposent obligatoirement de faire la distinction entre combattants et non combattants, entre civils, entre biens ou objectifs militaires et biens civils. Parce que dans le cadre de la conduite des hostilités, il y a ce qu'on appelle les objectifs militaires. Un objectif militaire, c'est un bien qui déjà, par sa nature, apporte un avantage militaire aux belligérants. C'est-à-dire si maintenant la destruction d'un engin me permet de remporter la guerre, donc cet engin-là est considéré comme un objectif militaire. Mais il faudrait bien sûr que ce bien participe à la guerre. Quand c'est un bien civil, eh bien, vous voyez qu'il est interdit d'attaquer ce bien parce qu'il n'est pas un objectif militaire. Donc, les règles de base de la distinction exigent que les parties à un conflit distinguent en tout temps les personnes et les biens civils d'une part, les combattants et les objectifs militaires d'autre part. Ça, c'est une obligation qui est faite aux belligérants. La distinction également interdit les attaques indiscriminées. Là, les parties au conflit doivent distinguer sur le théâtre de hostilité. D'ailleurs, même doivent éloigner, chercher en tout point à éloigner les civils et les biens civils des zones de guerre et des zones de combat. Tout simplement pour protéger ces biens. Quand je prends par exemple la question de la protection des biens et des personnes en période de conflit, les lieux de culte, les mosquées, les églises, les écoles, les hôpitaux sont des biens à caractère civil. Donc vous voyez que les belligérants ont l'obligation de protéger ces biens. En aucune manière ils ne peuvent s'en prendre à ces biens parce que ce ne sont pas des objectifs militaires. Mais attention, il y a des cas dans lesquels souvent, soit dans le cas de la perfidie, de la perfidie ou bien dans d'autres situations, ces biens civils peuvent être utilisés à des fins militaires. Et là, attention, quand ces biens sont utilisés de cette manière, ils perdent leur vocation de biens civils. Ils deviennent ici des cibles et des objectifs militaires. Imaginez quand un hôpital abrite des combattants armés. Cet hôpital peut être l'objet d'attaques par les belligérants. Quand une école abrite des forces armées et que c'est de là que se mènent les opérations,
Vous voyez que là, cette école-là perd. Mais attention, là également, les partis au conflit ont l'obligation en tout temps de faire la distinction. Ils ont l'obligation de faire des sommations afin de procéder aux attaques. Maintenant, nous venons au second principe, qui est le principe de proportionnalité. Donc, après le principe de distinction qui s'impose aux belligérants, là également, les attaques dirigées contre des combattants ou des objectifs militaires doivent respecter la règle de proportionnalité. Ce qui signifie qu'il est interdit de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines. C'est-à-dire que, ici, les belligérants, dans le cadre de la conduite des hostilités, doivent évaluer l'ampleur des dégâts qui peuvent causer l'attaque. Si, par exemple, pour tuer, ou bien pour, par exemple, s'en prendre dans le cadre de la guerre, bien sûr, pour pouvoir s'attaquer, ou bien pour atteindre, éliminer, ou bien neutraliser deux ennemis, vous utilisez une si grande force qui va causer des dommages au-delà de ce qui est souhaité, au-delà de votre objectif de neutralisation de deux combattants. Vous voyez que là, le principe de proportionnalité n'est pas respecté. Donc, la proportionnalité oblige les combattants et les belligérants à évaluer l'ampleur des dégâts afin de minimiser les conséquences et les incidences sur les biens civils, etc. C'est vrai, souvent dans le cadre de la conduite des hostilités, ça arrive qu'on déborde. Ça arrive souvent qu'il y ait des dommages collatéraux. Ça arrive souvent. Mais la proportionnalité impose et exige aux belligérants de tout faire, de prendre toutes les dispositions afin de minimiser au plus bas de l'échelle possible les conséquences sur les populations et les biens civils. Maintenant, enfin, le principe de précaution. En fait, si vous voulez, il est lié quelque part aux deux premiers principes. La précaution ici impose aux partis, effectivement, parce que ce qui est toujours au centre, c'est la protection des populations civiles. Si on me demande, ou bien on a comme obligation de prendre toutes les mesures de précaution, ça veut dire que c'est pour limiter au maximum possible l'atteinte à la vie des populations civiles. C'est-à-dire, la précaution oblige ici les partis à s'efforcer lorsqu'elles mènent des opérations militaires d'épargner des personnes civiles et les biens de caractère civil. La partie qui lance une attaque doit faire ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires. Elle doit choisir les moyens et les méthodes d'attaque qui évitent en tout cas ou qui réduisent au minimum les dommages incidents aux personnes civiles. C'est une précaution au maximum afin de préserver la vie des populations. C'est d'ailleurs même pourquoi aujourd'hui les zones de combat doivent être dégagées, doivent être éloignées des biens civils. Les forces dangereuses et tous les engins explosifs, etc., les engins de guerre doivent être éloignés des biens civils, doivent être éloignés afin de garantir la protection que le droit international humanitaire réserve aux personnes. Donc, vous voyez que ce sont des questions extrêmement complexes. Et le droit international humanitaire, à travers les 4 conventions de Genève et leurs 3 protocoles additionnels, invite les belligérants en tout temps et en toutes circonstances à prendre en compte ces 3 questions. Le principe de distinction, le principe de proportionnalité et le principe de précaution afin de garantir la vie aux populations civiles et de préserver également la quintessence des biens de nature civile qui ne sont pas des objectifs militaires. D'ailleurs même un combattant, dès l'instant où le combattant dépose les armes, dès l'instant où le combattant cesse de prendre parti à la guerre, le droit international humanitaire lui accorde une protection. Voyez? Donc il ne doit pas être l'objet d'attaque. Donc je pense que voilà ce que nous pouvons retenir sur les principes fondamentaux du droit international humanitaire dans le cadre de la conduite des hostilités.